focaliser sur la sécurité et la prévention des risques lors de la réception et stockage des batteries. C'est en effet très pertinent. On a encore entendu récemment d'un incident d'une batterie qui était stockée depuis 2 semaines et qui a quand même pris feu. Donc, on voudrait en effet vous renseigner, vous informer pour que vous connaissiez les risques. Donc, ce webinaire durera 75 minutes. Vous avez la fonction chat dans le système dans laquelle vous pouvez poser des questions. Et à la fin de notre webinaire, on va répondre à vos questions. Donc, avant de démarrer, je vous rappelle les conclusions de la session précédente, sur la responsabilité et sur les aspects réglementaires. Donc, pour rappel, la session 1, on avait 3 points, on avait détecté 3 points essentiels. C'est en fait un changement majeur qui est en cours dans le secteur automobile, suite à l'électrification du parc. Il y a aussi beaucoup de réglementations au niveau international, européen, national et régional qui ont une influence sur votre activité et sur ces batteries et sur l'ensemble de la chaîne. Et bon, tout ça, ça implique la prise en considération des responsabilités spécifiques, en particulier pour chacun dans notre secteur. Et donc, la conclusion de la session 1 était évidemment aussi sécurité, sécurité et sécurité. C'est très important de prendre tout ça voilà. Maintenant, pourquoi la session 2? Donc, on veut en effet attirer votre attention sur les risques pour augmenter la sécurité et sensibiliser aussi sur la sécurité et le contrôle des risques dans la manipulation et le stockage. Donc, je passe la parole à Willy, qui va être le modérateur de cette session. Oui, merci Catherine. Merci. Et Frédéric qui va vous expliquer sur les risques et la prévention. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. La structure de ce webinaire, ce matin, on parlera des catégories des risques, de l'acceptation et réception des batteries uniques et des batteries d'un véhicule électrique, de la prévention en matière de stockage et aussi sur les recommandations des audits sur la norme Faible-Auto. Je donne bien sûr la parole maintenant à Frédéric qui va gérer cette webinaire. Merci Willy. Bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez à l'écran un schéma qui reprend les grandes catégories de risques et de dangers qui sont afférents. Nous les aborderons à des degrés divers pendant la session, mais on peut voir tout de suite évidemment pourquoi ces batteries lithium-ion sont classées comme produits dangereux par la réglementation ADR. Donc voilà, gardez déjà à ce stade en tête 4 grands types de risques: un risque thermique, un risque chimique, un risque électrique et des risques kinétiques ou d'ordre mécanique. Alors, on se rappellera évidemment que ces batteries de traction de véhicules électriques peuvent prendre des formes tout à fait diverses, ont des poids tout à fait différents également, et que dans une même technologie lithium-ion, il peut évidemment exister différentes combinaisons chimiques. On en donnera l'une ou l'autre illustration tout à l'heure. Chacune de ces combinaisons présentant des risques à des niveaux différents et dans des conditions qui ne sont pas toutes identiques. On verra aussi qu'on ne peut pas se permettre évidemment d'avoir des mesures de prévention qui sont dépendantes des chimies. Il faut avoir des mesures de prévention qui permettent évidemment d'appréhender la totalité de la problématique en une seule fois. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet et abordons ces grandes catégories avec un peu plus de précision. Avant de regarder donc, les dangers et par quoi les dangers peuvent survenir et donc faire un rapide relevé de leur cause, on va d'abord s'arrêter sur leurs effets potentiels. Donc,
on le voit, un risque électrique peut tout à fait mener à une électrisation, voire une électrocution. Et dans le moindre des cas, et j'ai envie de dire quelques brûlures, de bénignes à très très graves évidemment. Le risque chimique dont on parlera peut amener également à des brûlures, mais également à des situations d'intoxication pour les opérateurs. Le risque d'incendie, comme son nom le laisse sous-entendre, provoquera également des brûlures, des problèmes d'intoxication dus aux fumées, sans compter évidemment les problèmes de destruction d'équipements et d'infrastructures, mais il y aura quelques messages à ce sujet plus tard dans la présentation. Si on va au risque d'explosion maintenant, brûlure de nouveau, risque de mutilation, d'intoxication et de destruction, étant donné les effets de cette explosion. Si on regarde le risque mécanique purement, on va avoir un risque mécanique qui va pouvoir ou qui peut amener des déformations sur cette batterie, qui peut la perforer, qui peut amener des phénomènes de poinçonnement, donc qui vont amener une perte d'étanchéité de ces batteries. On pourrait endommager le système de refroidissement qui est contrôlé par le BMS et qui, voilà, en fonction de la température de la batterie, peut effectivement réguler en interne la batterie. Voilà, l'ensemble de ces phénomènes qui constituent le risque mécanique peut donc amener ce genre de problème à la batterie. Et donc, une perte de fonctionnement du BMS peut amener un incendie, une explosion, un risque chimique, etc. On va vraiment vous en reparler à tout bout de champ. Tout est interrelié. On mentionnera aussi, mais on ne s'y penchera pas aujourd'hui, un risque électromagnétique lié à la présence de ces champs, et donc qui ont potentiellement évidemment un impact sur les personnes qui seraient sensibles. Il ne faut pas l'oublier. Si on s'arrête sur les causes maintenant de ces risques en tant que tels, si on les reprend dans le même ordre, on voit quoi? On voit que ce risque électrique peut être créé par des différentiels de tension électrique, peut être lié à un mauvais contact, on peut avoir une création d'arc électrique, et évidemment les courts-circuits sont à la base également de ce genre de risque électrique. Le risque chimique, lui, est plutôt caractérisé par une fuite de l'électrolyte qui peut amener à la production de gaz toxiques. Le risque incendie, bien que venant et pouvant déboucher des autres émergences, sera en fait provoqué par une réaction chimique à l'intérieur de la batterie, et donc va faire entrer un certain nombre de ces composants en combustion. Le contact avec l'oxygène, avec l'humidité de l'air, dans le cadre du lithium, le lithium métal réagit au contact de l'air, et donc voilà, peut lui-même créer un phénomène d'autocombustion et d'embrasement. Voilà, je ne vais pas passer à travers tous ces risques, mais vous pourrez les considérer certainement encore au cours de cette session, puisque nous allons parler des procédures ou des mesures de prévention qui sont à prendre à ce sujet. Si on regarde maintenant le tableau qui apparaît, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une espèce de séquence. Alors, cette séquence, il ne faut pas la connaître par cœur, évidemment. L'idéal est simplement d'être conscient du fait que l'émergence d'un phénomène peut amener à un autre phénomène. Ça, c'est l'élément important. Cette information est cruciale, Frédéric. L'on voit donc que les risques sont présents et inhérents à la technologie des batteries lithium-ion, que les facteurs de déclenchement ou de renforcement peuvent être internes ou externes. Tous ces facteurs sont potentiellement tout déclencheurs de possibles incidents sur et dans la batterie. Et finalement, les courts-circuits qui en résulteront, l'éventuelle décharge rapide d'énergie électrique et ou l'excès de température au sein de la structure de la batterie risquent de déclencher une réaction en chaîne, dont les risques d'incendie et d'émissions toxiques sont les manifestations extérieures les plus probables et les plus rapides. Alors tout à fait, Willy. Donc cette séquence d'accumulation des dangers est donc potentiellement toujours présente, et donc ça c'est le premier élément qu'il convient de retenir. Multitude de risques et séquence d'accumulation des dangers. Alors, il conviendra aussi en outre, Willy, de se souvenir que ces risques sont présents tout au long de la durée de vie de la batterie. Peut-être parfois un peu tendance à l'oublier, mais ces risques sont présents quel que soit le niveau
voilà, l'âge, et j'ai envie de dire, de cette batterie. Il y a bien entendu des systèmes de protection et de prévention qui sont prévus, qui sont nombreux, dont l'efficacité est éprouvée. Néanmoins, voilà, un certain nombre d'incidents peuvent, ou un manque de mesures de précaution lors de leur manipulation, peuvent avoir des impacts sur ces batteries. On verra d'ailleurs au cours du séminaire que si le risque potentiel existe tout le long de la durée de vie de la batterie, il va néanmoins grandir au fur et à mesure de l'usage de la batterie et du véhicule. Alors, pas nécessairement pour des raisons intrinsèquement liées à la batterie, mais qui seront également plutôt liées aux conditions d'utilisation de ces batteries ou du véhicule qui les contient. Et donc voilà, simplement garder en tête qu'on a tous été très prudents avec son nouveau GSM, sa nouvelle télé, sa nouvelle voiture, mais au fur et à mesure que la vie de ces équipements avance, on y fait un petit peu moins attention. Le problème, c'est qu'avec une batterie, le risque va aller grandissant évidemment à ce sujet. Alors, on a parlé de risque. On sait qu'il y a des chimies différentes, on y reviendra. On sait qu'il y a des séquences, on sait qu'il y a des facteurs internes et externes qui peuvent impacter le statut sécurité de la batterie. Il y a donc la nécessité de mesurer comment on va prévenir ces risques. Et donc, on va rentrer dans une méthode d'analyse. Alors, quelques mots à ce sujet. Il va falloir d'abord identifier ces risques. Identifier, en fait, donc dans cette phase, quels sont les éléments clés pour cette gestion. On va donc rechercher, reconnaître, décrire les dangers pour le bien-être des travailleurs, évidemment, et dans l'exécution de leur travail. On va ensuite identifier ces risques. Donc, on va constater, déterminer ces risques, et puis on va les évaluer, ces risques. Et donc, on va les étudier afin de mieux les connaître et mieux les comprendre, évidemment. Et on va estimer ensuite l'ampleur de ce risque pour décider si oui ou non il est acceptable ou pas. On peut considérer qu'un risque ne soit pas acceptable, évidemment. Et donc, cette analyse doit également prendre en compte l'état du véhicule. Dans le cadre d'un arrivée de véhicule, doit prendre l'état du véhicule, l'emplacement sur lequel ce véhicule est mis, les types d'interventions qu'on va devoir faire dessus. Et on va déterminer si, oui ou non, mais dans bien des cas, ce sera oui, on doit mettre le véhicule hors tension. Alors, si on regarde un peu plus en détail les grands axes de prévention qu'il faut prendre en considération, on se rappellera qu'il y a des mesures qui sont d'abord préalablement prises par les constructeurs de batteries eux-mêmes, et donc tous ces systèmes de sécurité qui se trouvent à l'intérieur. On va parler des actes techniques qui seront nécessaires, et donc il va falloir aborder dans votre analyse. Et puis, il y aura toute une série de mesures organisationnelles, dont un certain nombre apparaissent à l'écran. Et puis, évidemment, on va réfléchir aux mesures d'intervention qui se poseront en cas d'incident. Mais on vous rappelle que ces mesures d'intervention seront abordées dans la session 4. Alors, juste un mot sur les actes techniques. Il va falloir donc s'efforcer de travailler au maximum sur des véhicules qui seront mis hors tension. Il peut y avoir des dérogations, mais il y a des conditions à ces dérogations. Et la première condition est qu'il y a un besoin impératif de travailler sur ce véhicule. Mais ce besoin impératif de travailler sur un véhicule non déconnecté doit être présent et il doit être également démontrable. Et l'opérateur, évidemment, formé pour pouvoir le faire, est conscient des risques qu'il encourt à ce sujet. Merci Fred. C'est peut-être maintenant le bon moment pour poser la première question de notre enquête aux participants. La question, après un accident avec un véhicule électrique, existe-t-il un risque ou un danger des chocs électriques lorsque l'on touche le véhicule ou des composants de ce véhicule? Oui ou non? À vous pour répondre. On leur donne 30 secondes, comme l'autre fois? Oui, 30 secondes. 30 secondes. Si vous voulez, vous pouvez faire appel à un ami, mais ils ne seront peut-être pas disponibles tout de suite. Il semble qu'il y ait une belle unanimité à ce sujet. Oui.
Voilà, les réponses indiquent que, disons, La totalité. tout le monde dit que il y a un risque de choc électrique. Mais il faut bien savoir qu'en principe, il n'y a pas de danger de choc électrique pour des personnes. Toutefois, cela peut dépendre du type d'accident, bien sûr, parce que les véhicules sont équipés de divers et nombreux mécanismes de sécurité. Le système high voltage est établi de telle sorte qu'il ne soit pas directement en contact avec des personnes. Par ailleurs, le système high voltage est électriquement isolé de la carrosserie du véhicule, par isolation bien sûr, mais toutefois, lors d'accidents importants avec activation des airbags par exemple, le système high voltage est dans la plupart des véhicules automatiquement désactivé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, bien sûr. OK. Maintenant, je vais chez l'écran dire bonjour. Et switcher le pôle. Voilà. Donc voilà, ça c'est un aperçu des risques. Hein, oui, risques, Willy. Après cet aperçu des risques, dangers inhérents aux batteries, nous passons au point 2, qui nous mène plus en détail dans la problématique de l'acceptation des batteries et des véhicules électriques, avec un focus sur les mesures générales à prendre en considération. Voilà, parole de nouveau à Frédéric. Merci Willy. Nous allons donc parcourir finalement ces mesures ou ces risques en travers de l'acceptation et la réception de batteries à travers différents cas. Alors, le premier cas que vous avez à l'écran, il consiste à considérer la réception de batteries neuves, voilà, qu'elles soient complètes ou qu'elles soient des modules. Vous avez dans la colonne de gauche l'ensemble des tâches qui sont reprises, qui sont décrites. Vous avez les colonnes en bleu qui reprennent le niveau de risque et vous avez à droite les mesures de prévention ou des actions préalables qui seraient ou qui ont été prises pour pouvoir limiter ces risques. Et puis alors au milieu, vous avez une matrice et donc l'idée là-dedans n'est pas, on ne va pas passer tout en détail, mais l'idée là-dedans est de vous montrer que chacune des actions a un niveau de risque électrique, un niveau de risque chimique, un niveau de risque thermique, un niveau de risque mécanique et des risques résiduels qui sont d'abord présents, deux évaluables, et plus on va monter dans la gamme des rouges, plus ce risque va être présent. Voilà. Quand on regarde la colonne de droite, vous voyez par exemple lorsqu'on considère l'activité déchargement, eh bien, le fait qu'il y ait des emballages conformes ADR qui ont permis de transporter jusqu'à cet endroit la batterie, c'est en soi une mesure de prévention, évidemment, pour limiter les risques de dégâts à la machine et donc les risques de l'abîmer mécaniquement et donc de créer un poinçonnement, de créer un court-circuit, de créer un risque thermique. Donc c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre le tableau. Ce qu'on va voir, c'est qu'au fur et à mesure, on a ici le cas des batteries usagées, au fur et à mesure, vous allez voir que ces risques et ce tableau va devenir de plus en plus rouge et qu'il va falloir évidemment prendre des mesures de prévention complémentaires. Donc si on considère ici le cas des batteries usagées, qui sont toujours considérées comme produits, hein, rappelons-nous ce que nous avons dit l'autre fois, eh bien si on prend toujours cette activité de déchargement, on va se rendre compte qu'on va faire déjà face à un risque mécanique lié à l'activité elle-même de déchargement et un risque thermique qui est directement lié, qui seront beaucoup plus importants. De la même façon, lorsqu'on va extraire la batterie du véhicule, le risque mécanique est de nouveau relativement présent. C'est pour ça qu'il se trouve être coloré en rouge. Voilà. Chacune de ces actions va correspondre à un risque et c'est une façon comme une autre de commencer à considérer quel type de mesures on peut prendre en fonction des actions que l'on prend et de l'âge de la batterie. Si on va maintenant vers le cas numéro 3,
on se rend compte, on est là dans le cadre d'une batterie usagée que l'on va considérer comme déchet. Partant du principe qu'on est déjà allé beaucoup plus loin dans la durée de vie de cette batterie et qu'elle a pu être déjà soumise à pas mal de sollicitations, eh bien, on va voir que voilà, ce risque chimique va grandir, le risque électrique lui-même va grandir. On va peut-être pas toujours penser dans une opération de gestion de déchets à protéger les pôles de cette batterie. Hein, on a déjà vu, nous, effectivement, des gens prendre, alors on ne prenait pas nécessairement des batteries complètes, on est bien d'accord, mais simplement des modules de 20 kg, boum, qu'on tape dans un bac. C'est excessivement dangereux, évidemment. Le risque mécanique est présent lorsqu'on le jette. Il y a évidemment un risque de court-circuit qui se fait également. Et si on continue, voilà, on ne va pas les passer tous en revue, mais si on continue et qu'on considère maintenant que cette batterie qui est un déchet est en fait un déchet dangereux dans le sens où elle a été préalablement endommagée ou dont un défaut a été clairement établi, on se rend compte qu'on devient de plus en plus rouge, évidemment, dans cette approche, et que donc, il y a des mesures de prévention, peut-être si on peut revenir sur le cas numéro 4, il y a donc des mesures de prévention qui sont complémentaires, évidemment, et j'en ai mis 3 en rouge à titre d'exemple. Quand on va stocker cette batterie qui a été endommagée, on ne va évidemment pas la stocker comme n'importe quelle autre batterie. Dans ce cas-là, on va déjà devoir prendre un packaging groupe 1, on y reviendra dans la session ADR, un packaging groupe 1 pour pouvoir stocker ces batteries. Donc, voilà, ça c'est un peu l'idée. Plus on avance dans l'âge de la batterie, plus elle a été soumise à des sollicitations, plus elle a été soumise à la présence de risques, plus le risque qu'un déclenchement thermique ou un problème électrique puisse se poser. Et donc, il faut adapter évidemment les mesures à ce sujet. Si on fait maintenant cette même approche avec des véhicules, pas que des batteries, des véhicules, globalement, on va retrouver à peu près la même logique. C'est clair que dans le déchargement d'un nouveau véhicule ou même d'un véhicule d'occasion plutôt dans un garage, clairement, il y a un risque mécanique qui est présent. Bien sûr, si c'est un professionnel de l'automobile qui est équipé, qui descend cette voiture, ce risque de son camion, ce risque est minimisé par rapport au fait de prendre une voiture avec un grappin, évidemment. Mais le risque existe quand même toujours et il faut en être conscient. Etc. Jusqu'au cas numéro 6 et au cas numéro 7, où on va voir, et donc ça c'est évidemment le pire, et j'ai envie de dire, tous les signaux sont au rouge, puisqu'on a bien un véhicule accidenté. J'ai pris le cas visiblement et exprès d'un véhicule qui est lourdement accidenté, qui sera une perte totale. Ça me fait penser à un élément complémentaire. On parlera dans la session 4 des mesures d'intervention pour ce type de véhicule. Il y a quand même un dépanneur qui, à un moment ou à un autre, va devoir faire le job, qui va devoir être confronté à l'ensemble de ces risques quand il va charger ce véhicule. En dehors de ça, la recommandation que nous mettons en tant que Febel Auto vers les centres agréés, c'est de recommencer la procédure. On a eu le cas récemment de véhicules qui se sont remis en danger, en situation de danger, après avoir été manipulés dans le cadre d'activités de dépannage. Donc, voilà, faut bien reprendre toute la procédure à zéro pour bien s'assurer qu'on maîtrise la totalité. Frédéric, on voit clairement à travers ce schéma 3 éléments importants. Premièrement, si tous les risques liés sont bien présents, le niveau de risque est fonction de l'âge de la batterie. Plus une batterie a été utilisée, plus les risques de choc, surcharge et autres facteurs ont pu impacter la sécurité. Point 2. Au plus on évolue vers le statut déchet, au plus les risques sont élevés. Et troisièmement, le niveau de risque dépend de l'action sur la batterie, mais toutes les actions ont leur propre risque. Ça, il faut aussi être conscient. Il y a donc un vrai besoin d'analyse et de gestion des risques pour aborder les mesures de prévention. Alors, tout à fait. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, après les mesures prises par les constructeurs de batteries eux-mêmes,
bien, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait des actes techniques à poser, et il y avait des mesures organisationnelles. Allons rapidement à travers ces éléments. Donc, lors de la prise en charge de ce véhicule, la déconnexion de la batterie est en fait la première mesure de prévention à considérer avant de travailler sur un véhicule, sauf, comme je le disais, dans le cas où la connexion est nécessaire et recommandée par le constructeur. Alors, question, pourquoi est-ce que cette étape de déconnexion et de désactivation est finalement nécessaire, même en présence de mécanismes de sécurité qui découplent et qui isolent le réseau électrique de ce véhicule? On peut se poser la question, mais il faut bien garder en tête que finalement les capacités énergétiques, les tensions qui sont en jeu sont trop élevées et peuvent être rapidement la cause d'un choc électrique, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ensuite, il ne faut pas non plus sous-estimer, Willy, la capacité et le risque d'auto-allumage d'une batterie. Et ce risque, il est en fait constitué de 3 causes principales qui interagissent évidemment entre elles, on l'a dit tout à l'heure. Donc la première cause, ce sont les courts-circuits, qui sont internes ou externes d'ailleurs, et qui sont soit causés par une source externe, imaginons une non-imperméabilité du casing extérieur, voilà. Soit peut être causé par la formation de dendrites. Alors sans rentrer dans le détail, c'est une espèce d'arborisation, un arbre de cristaux, si vous voulez, qui se crée à la surface d'une certaine roche. Dans ce cas-ci, elles vont être constituées d'un amas ou d'un surplus de lithium et elles vont en fait diminuer la performance de l'échange des ions à l'intérieur de la batterie, donc diminuer la performance de l'échange entre l'anode et la cathode. Et dans certains cas, ça peut même traverser la couche séparatrice entre les côtés positifs et négatifs. Et donc, ça rend la batterie complètement inutilisable, ça l'abîme, et donc ça peut effectivement créer une accumulation de charge et donc créer un court-circuit, en n'oubliant pas évidemment que le liquide qui est contenu dans l'accumulateur est lui-même inflammable. Donc, point numéro 1. Point numéro 2, il y a cette montée en température, possible en cas de surcharge ou dans le cas d'utilisation de courant excessif, ou de surdécharge, ça c'est possible aussi, sans parler évidemment d'augmentation des températures externes liées à la proximité d'une source chaude qu'il faut évidemment également éviter. Et puis alors ensuite, il y a le risque mécanique. Et ce risque mécanique, on en a parlé, c'est la déformation, les risques de perforation. Considérer les risques liés entre eux est donc absolument nécessaire. Et conclusion de ce slide, c'est le premier acte technique de déconnexion est en fait la première mesure que vous pouvez prendre pour limiter le risque de ce qu'on appelle le thermal runaway et les risques chimiques qui vont y être associés. Alors, il faudra évidemment toujours commencer par identifier le caractère électrique du véhicule. Ça semble une évidence, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. On sait que voilà, bien des marques ont effectivement un petit repère sur le véhicule, mais voilà, il n'y en a pas toujours. Et donc, il y a quelques éléments qui vont vous permettre de repérer évidemment un véhicule électrique. Sur les véhicules purement électriques, on n'aura pas de tuyau d'échappement. Sur les hybrides, évidemment, ce ne sera pas le cas. Il y aura la présence d'un connecteur de chargement sur le côté, dans la trappe qui va pouvoir vous aider. Il y aura éventuellement la présence de couleurs, enfin pas éventuellement, il y aura la couleur de câbles orange qui vont permettre de déterminer quels sont les câbles de tension. Il y aura également probablement un indicateur de charge sur un tableau de bord. Enfin, il y a toujours moyen de le déterminer, mais ce n'est pas nécessairement aussi simple que ça. Par contre, c'est une étape qui est évidemment essentielle. Et puis alors, après, il faudra suivre la procédure de déconnexion qui est fournie par le producteur, par l'importateur. Alors, juste sans rentrer dans le détail technique, chaque cas est évidemment différent, mais il existe plusieurs options de désactivation manuelle des systèmes. Ça dépend un petit peu des marques. Et donc là, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de bien vous retourner vers les procédures du producteur. Dernière chose, c'est une évidence, mais on préfère quand même le dire, tous les câbles au voltage et les composants endommagés peuvent toujours eux-mêmes causer des risques électriques, donc surtout être très prudent et ne pas manipuler, ne pas toucher ces câbles ou ces composants. Voilà. Donc, voilà.
déconnexion est égale à première mesure de prévention. Alors, on voulait aussi vous donner, avant de rentrer sur les mesures organisationnelles, on voulait aussi vous donner 2-3 informations complémentaires sur ces batteries et pourquoi cette technique de déconnexion est absolument essentielle. Vous avez ici en fait un schéma, on ne va pas rentrer dans le détail, vous avez simplement un schéma qui démontre un peu le développement de cette procédure d'emballement. Donc, juste pour votre pure information, vous allez d'abord avoir une désintégration d'une phase électrolytique, qu'on appelle ça. Puis vous allez avoir des phénomènes de fusion et des phénomènes de décomposition et de régénération de phases électrolytiques. Avant que, petit à petit, la cathode, l'électrolyte et ensuite l'anode à base de graphite essentiellement commencent leur propre processus. Et puis, selon les chimies, on le voit à l'écran, à partir d'une certaine température, va se propager ce phénomène et favoriser finalement à terme également l'explosion de solvants qui se trouvent être inflammables et qui vont former des gaz acides. Les sels de lithium vont ensuite produire des gaz hydrofluorés toxiques, raison pour laquelle on considère qu'effectivement il faut pouvoir se protéger dans le cadre d'intervention sur ce genre de choses. Donc on le voit, les conditions de développement vont varier en fonction des chimies utilisées. Et donc c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la chimie, il faut bien travailler et déconnecter ce véhicule, sauf dans les cas recommandés par le constructeur. Ensuite, deuxième information sur les types de chimie, on vous en a parlé. Vous en avez quelques-unes qui apparaissent à l'écran. En fait, elles ont été reclassées en fonction, quelque part, de leur énergie spécifique, en fonction de leur puissance spécifique et en fonction du niveau de sécurité par technologie. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on voit très clairement, c'est que si on prend par exemple le cas des batteries LCO, lithium-cobalt, on a une très haute énergie spécifique, mais on a une puissance relativement limitée. Si on va vers du LMO, lithium-manganèse oxyde, on a une haute puissance, mais on a une moindre capacité. Et souvent, ces batteries sont combinées avec des batteries NMC, nickel-métal cobalt, qui elles sont plutôt de haute puissance et de haute capacité, mais donc présentent un risque évidemment qui est plus important. À l'autre bout du spectre, on considérera les batteries de type LFP, lithium ferrophosphate, qui elles sont plutôt de faible capacité unitaire, mais qui sont considérées comme l'une des plus sécurisées. Donc voilà, chaque batterie, chaque chimie a ses propres conditions de danger, mais de toute façon, il faut les considérer de la même façon lorsque on veut évidemment se protéger en tant qu'opérateur, puisqu'on est susceptible d'avoir toutes ces chimies au même moment. Et donc, voilà, à titre de dernière illustration, on a fait sur le côté gauche, vous voyez, un petit relevé où on a considéré deux types de batteries. Une considérée comme très performante, mais avec un niveau de sécurité un peu moindre, j'ai envie de dire, donc le NMC, où on voit que le thermal runaway va pouvoir commencer. C'est un processus qui va démarrer à partir de 210 degrés. Et ça va relativement vite, puisque quand on a une montée de température à l'intérieur d'une batterie, ce phénomène va s'auto-alimenter. Et donc, on peut très rapidement, évidemment, partir. Et dès qu'on a une cellule qui va partir de travers, elle va contaminer, et j'ai envie de dire, par convection les autres. Et donc, voilà, cette température de 210 va très fort arriver. Dans le cas d'une LFP, on voit qu'il y a 60 degrés de différence. C'est important. Mais voilà, donc, conclusion, différentes chimies, différents niveaux de déclenchement de danger, mais le risque reste le même et on doit les appréhender de la même façon. Les actes techniques de déconnexion sont donc très importants, Frédéric, car en plus de prévenir les risques pour la personne elle-même, ces actes sont la première barrière de protection contre des risques d'emballement dans la batterie. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas considérer que cet acte technique et qu'il faut maintenant considérer des mesures organisationnelles. Et EPC pour équipement de protection collective. Alors, ces mesures sont très nombreuses,
très diversifiées et on a essayé, pour vous aider à les appréhender, à les classer en 4 ou 5 catégories. Il y a donc d'abord des informations qui seront à garder à disposition, évidemment, à connaître et à évaluer régulièrement. Il y aura des informations générales donc, qui seront à donner au personnel sur les risques qui sont présents, sur l'organisation de la zone, etc. On aura ensuite des informations de type technique, qui seront plutôt le CFT datasheet, la connaissance du plan de gestion des risques, la connaissance du plan du site, etc. On se rappellera que, eh bien, avant la session numéro 3, on vous l'a dit quelques fois, ce sont des dangerous goods au sens de l'ADR, donc il faudra avoir quelqu'un conscient et un peu formé sur cette réglementation. On mettra évidemment les dispositions, la mise en disposition des équipements de protection. Et last but not least, on l'oublie parfois, c'est d'avoir sous la main une espèce de logbook dans lequel on a la liste de tous les contacts qui seront nécessaires d'activer lorsqu'on va se retrouver dans un problème, dans une intervention, hein, que ce soit les équipements, les équipiers d'intervention interne, que ce soit le service incendie, que ce soit des logisticiens pour amener des grues, pour bouger des choses. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion qui est à faire. Ça, c'était sur les informations. Ensuite, il y a évidemment la formation du personnel. Sans rentrer dans le détail, le message ici est le suivant. Toutes les personnes dans l'organisation doivent être conscientes des risques et donc de l'existence des mesures qui sont à prendre et à respecter. Hein, parce qu'on ne parle pas évidemment que de respecter des procédures quand les choses tournent mal. Il y a des procédures à respecter pour que les choses ne tournent pas mal. C'est bien pour ça qu'on parle de prévention. Il faut donc avoir une ligne de conduite qui est assez claire, assez nette, efficiente en matière d'organisation. Et puis, on rappellera, si besoin en était, que finalement, la sécurité, c'est aussi un état d'esprit qui doit être insufflé par le management, qui doit donc effectivement, autant que possible, mettre à disposition les outils adaptés, les moyens de lutte, la formation technique, etc., etc. Si on considère maintenant les aspects purement dangerous goods, on a mis à l'écran, on repassera ça plus en détail dans la session 3, mais on a remis déjà à l'écran finalement 3 informations importantes. Vous pouvez considérer une batterie comme étant normale, et j'ai envie de dire, c'est-à-dire non endommagée, non défectueuse. Il y aura des procédures, donc des SP, ce sont des procédures spécifiques. Le numéro 377 réfère à la régulation ADR, et puis vous aurez des instructions d'emballage, les PI, Packaging Instruction, dans ce cas-ci numéro 109, qui vont déterminer à quoi l'emballage va devoir respecter, à quel objectif il va devoir s'aligner. Et puis, si vous avez des batteries qui sont endommagées et défectueuses, mais qui ne sont pas susceptibles de réagir, vous aurez d'autres procédures spécifiques et peut-être d'autres packaging. Et puis, si vous avez des batteries qui sont réellement endommagées et défectueuses et qui sont susceptibles de réagir pendant le transport, alors vous avez encore d'autres procédures et d'autres contraintes en matière de packaging. Donc, ça, c'est ce que vous devez garder à l'esprit à cet instant. Les détails vous viendront donc dans la session. Frédéric, on le voit, en résumé, il y a beaucoup de mesures de prévention à respecter. Qu'est-ce qui n'est pas à faire? Alors, la première chose à ne pas faire, c'est de considérer qu'il n'y a pas de risque. Je pense que ça fait maintenant 2 webinaires qu'on explique qu'il y a des risques, donc je pense que cette erreur ne sera pas commise. Par contre, il y a d'autres choses à ne pas faire. Alors, de nouveau, une multitude d'éléments. Focalisons-nous sur quelques éléments très importants. Il ne faut pas stocker des batteries usagées, et des batteries tout court d'ailleurs, hein, à proximité de sources de chaleur. Alors, sources de chaleur, on pense toujours soleil, évidemment. Non. Sources de chaleur, c'est aussi les machines, hein, qui vont générer quelques joues. On doit éviter de stocker avec d'autres produits chimiques, par exemple. Il faut toujours garder également un stock de façon limitée sur place. Il ne faut pas le laisser là, pendant très très longtemps. Ça ne sert à rien de laisser vieillir des batteries usagées, évidemment, avant envoi vers le traitement, fut-il du second life dans le cas de batteries réutilisables, comme on l'a dit. Il ne faut pas autoriser la manipulation de ces batteries sans protection spécifique. Il
faut pas ouvrir ces batteries délibérément. Hein. On a expliqué tout à l'heure, si vous ne le faites pas de façon correcte, etc., risque d'exposition du lithium métal à l'oxygène, à l'air, risque d'embrasement immédiat, avec les conséquences que l'on sait. Il ne faut pas déplacer ces batteries qui sont globalement relativement lourdes, sans aide, sans équipement adapté. On limitera autant que faire se peut les phénomènes de vibration et de choc qui peuvent, de prime abord, créer des problèmes à l'intérieur de la batterie que l'on ne va pas voir. Alors vous allez me dire, oui, mais dans une voiture, la batterie est connectée, le BMS fonctionne, il peut réguler le cooling system, etc., etc. Quand cette batterie est déconnectée et qu'il n'y a plus d'énergie qui permet à ce BMS de fonctionner, évidemment, les risques sont plus importants. Et puis, on évitera également de mélanger les différents types de batteries, fut-il même de l'acide plomb, évidemment, à ce sujet. Alors, un dernier point, ce sont sur les risques résiduels. Vous excuserez la petite copie orthographique. Et donc, voilà, ce sont les équipements que tout le monde connaît. Les gants, les combinaisons, autant faire se peut intégrales. On pensera par exemple à éviter de laisser tomber un tournevis ou un marteau ou quelque chose sur cette batterie. Hein, voilà. La protection faciale, la protection respiratoire, certainement dans le cas d'intervention, puisqu'on a vu qu'il y avait possibilité de dégagement de gaz toxiques. Très rapidement sur les mesures opérationnelles, prévention, ce qu'on peut dire. Merci Frédéric. Après l'acceptation et la réception des batteries, concentrons-nous maintenant sur le stockage et les recommandations se concernant. Bien sûr, nous prétendons pas donner une liste absolument complète de ces mesures. Elles se sont trop nombreuses. Et par ailleurs, les connaissances et les cadres réglementaires est continuellement en progrès. Frédéric? Merci, Mélie. Alors, sur ce titre 3, stockage de batteries, on va le faire en deux phases. Je vais d'abord présenter un certain nombre d'informations sur l'organisation générale et technique. Et puis après, on sera rejoint par Patrice Delave, la société Promat, qui va faire un focus sur la prévention ou la protection incendie dans quelques minutes. Revenons donc maintenant à ces informations d'ordre un petit peu plus général. Et donc, quelles sont les recommandations qu'on peut donner? Alors, au niveau de l'organisation globale du site sur lequel vous êtes, il faudra vous assurer d'avoir à disposition un certain nombre d'éléments, comme évidemment les safety data sheets de ces batteries qui proviennent des producteurs. On s'équipera également d'outils pour éviter la création de risques électriques, par exemple. Donc, on protégera les terminaux de la batterie. On réfléchira à l'organisation des déchets. Hein. On disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas mélanger les batteries avec d'autres batteries. Il faut aussi éviter de mélanger les batteries avec d'autres types de déchets et certainement pas les mettre en contact avec des éléments combustibles. On évitera une exposition aux températures trop élevées, à l'humidité, on vous en a déjà parlé. On prévoira également une zone de ventilation. Dans quelles conditions doit-elle être forcée, pas forcée, etc. On ne va pas répondre à la question ici. On laissera notre ami Chris vous donner un mot à ce sujet. Juste garder à l'esprit que cette ventilation, elle doit être haute et basse pour permettre l'évacuation de gaz. Hein. Il y a des gaz plus légers que l'air qui vont évidemment monter facilement. Il y en a d'autres qui vont moins monter et qui peuvent évidemment s'accumuler assez facilement dans des endroits de la pièce jusqu'à créer évidemment un mélange qui soit embêtant. Et donc créer une explosion. Et puis alors on a des éléments d'organisation plus techniques, en voici quelques-uns, hein. Donc on n'a pas la prétention d'être exhaustif, hein. Il faut bien nous comprendre ici, ce sont simplement des éléments de réflexion et des réflexes que l'on veut créer chez nous. On doit en tant qu'opérateur ou en tant qu'exploitant réfléchir à disposer d'une zone spécifique où on respecte une certaine distance de sécurité. On doit se poser la question de savoir si on doit créer une zone ATEX. On vous a parlé des risques d'explosion. On peut se poser la question de savoir comment on va gérer le packaging, parce qu'on a beau dire qu'on a besoin de packaging, ça prend de la place. C'est pas quelque chose d'évident.
pas question d'avoir des batteries d'un côté et puis des éléments de stockage complètement à l'autre côté du truc. On réfléchira aux problématiques d'évacuation, aux problématiques de mise à disposition des moyens de lutte incendie. Où est-ce qu'on va les disposer? On va vérifier leur fonctionnement technique. On oublie souvent ce genre de choses, mais il faut le faire. On va vérifier qu'ils sont toujours valides dans le temps. Pardon, on va vérifier qu'ils sont bien adéquats par rapport au type de feu que l'on va devoir attaquer. Et évidemment, on disposera d'un plan qui décrit où ces éléments se trouvent pour éviter de devoir les chercher au moment où on en a besoin. Et un dernier point à ce sujet, sur les équipements de la zone de stockage, on réfléchira évidemment à la façon dont on va et où on va mettre ces batteries. Est-ce qu'on les met sur des racks? Est-ce qu'on ne les met pas sur des racks? On évitera de les laisser au sol parce que ça peut être en contact avec de l'eau un peu trop rapidement. On va compartimenter. Ça, je laisserai Promat s'expliquer à ce sujet. La ventilation, on en a parlé, ça fait partie évidemment des éléments techniques dont on va avoir besoin. Donc on le voit, en fait, les mesures sont vraiment très, très, très nombreuses en matière de protection. Elles peuvent être plus ou moins importantes selon l'approche que l'exploitant va avoir. Jusqu'à quel niveau va-t-il engager ou s'engager pour protéger lui-même, son personnel, ses infrastructures? Ça, c'est une vraie réflexion que l'exploitant va devoir mener. Mais ça, c'est le point de l'intervention de Promat. Donc, je te laisse introduire, Willy, notre ami Chris. Merci Frédéric. Nous donnons maintenant la parole à Chris Dullard de la société Promat, laquelle est active dans la lutte et la protection incendie, actif et passif, et qui dispose d'une vision globale sur les enjeux du secteur des batteries. Il va nous entretenir de quelques points essentiels et spécifiques pour la protection des zones de stockage. Chris? Oui, merci Mélie. C'est exact, nous sommes spécialisés dans la protection feu et au niveau des batteries, nous voyons 4 différentes possibilités. Le premier, c'est pour transporter les batteries, protection feu, pour les sociétés qui font le recyclage, parce que là, on voit aussi régulièrement qu'il y a des feux qui peuvent exister, de stockage des batteries et aussi intégrer notre matériau dans les batteries. Un bon exemple ici, c'est un chevalier qui va faire le champ de bataille. Quand il fait là, il a uniquement une épée, il sera fou de prendre pas son casque et aussi son armure. C'est là où on peut voir que c'est très important que le système actif et passif peut travailler ensemble. Quels sont les dangers? Quand nous voyons les batteries, on voit qu'il peut, lorsqu'on est brûlé, très vite, et beaucoup. Et on voit aussi qu'il y a une température très haute dans un temps très bas. Et aussi, il peut y avoir des explosions, ça veut dire une augmentation aussi de pression. Les matériaux sont toxiques et aussi très corrosifs. Et c'est pour cela que c'est très important que nous regardons au niveau du stockage, de transportage, de transporter les matériaux, et aussi pour les sociétés qui vont faire le recyclage. À ce moment, on va dire qu'il n'y a pas encore un norme en cours, mais on peut dire que déjà quelques pays regardent et peuvent faire déjà les guides que vous pouvez suivre volontairement, mais qui vont mettre en cours dans un norme dans quelques temps. Quand on ne fait pas, l'important de savoir, c'est qu'on peut perdre la production, on peut perdre les bâtiments, qu'on n'a pas en protection feu actif-passif, et aussi, on peut perdre par exemple le matériau de base que vous avez besoin aux productions pour faire votre matériau. Quand on pense protection incendie et la manière de répondre au risque de feu, on pense plan d'évacuation, de détecteurs de fumée et d'extincteurs. La protection incendie, des mesures d'organisation comme le plan d'évacuation et la signalisation dédiée. Les mesures de protection actives sont aussi reconnaissables comme les détecteurs
de fumée ou les réseaux de sprinklage. Ces mesures préventives sont importantes. Et l'équipement essentiel de propriété Unix sont indépendants de réseaux électriques, de réaction en cas d'incendie ou de l'action des personnels. Ça, c'est une grande différence entre le système actif et passif. Ils ont fait une étude aux États-Unis pour voir, OK, quand on utilise les sprinklages, ils ont vu qu'en 88% du temps, ils fonctionnent bien, mais en 12% du temps, ils ne fonctionnent pas bien ou pas du tout. J'ai entendu quelques personnes qui disent c'est pas mal 88%, mais quand nous prendrons par exemple une voiture avec notre famille et on va freiner et en 88% du temps, ça fonctionne bien, 12% du temps pas, je ne pense pas que nous sommes vraiment contents. OK, au niveau de stratégie, qu'est-ce qu'on va faire? On va minimaliser les matériaux de combustion et aussi pour minimaliser la possibilité pour le flashover. Ce sont ce qu'on dit les matériaux actifs. Actifs et passifs ensemble, on va éteindre le feu et aussi contrôler les fumées. Au niveau passif, là, on va prendre vraiment en cours de limitation de propagation du feu. On va faire une protection structurelle pour le bâtiment et aussi faire des compartimentations pour éviter que le feu peut faire dessus les autres compartimentations du bâtiment et perdre tout le bâtiment. Ici, c'est un bon exemple. Hein. C'est un bâtiment qui était en renouvelation, c'est rénové. Et là, on voit par exemple sur le premier étage, le premier cercle, que les poutres sont complètement abîmées. Une température, quand on dépasse 500 degrés, l'archi n'est pas suffisante résistance pour prendre le poids du bâtiment. Et ça commence à défendre. Quand nous prendrons l'autre en haut, là nous voyons, par exemple, ces choses en blanc, c'est la protection passive. Ce sont les plaques qu'on va utiliser. Là, il n'y a rien du tout à voir. Ça veut dire que la structure est encore comme il était au début. On voit là aussi que de l'intégration de matériaux de plaques qu'on utilise, c'est une intégration dans le bâtiment lui-même et on ne voit pas vraiment que c'est un matériau contre incendie. Quand nous prendrons le système actif, comme le sprinklage, là on va voir sur le plafond où ils sont. Pour l'utilisation des matériaux, il y a une norme pour définir en quelle classe qu'il va être défini. On a 3 différents tests à faire. Le premier, c'est la combustibilité. Le deuxième, c'est la génération des fumées ou des fumes. Et le troisième, c'est la chute de gouttelettes en feu. Pour le premier, quand on va prendre de combustibilité de matériaux, on a des classes commencement de A jusqu'à F. Le A, ça veut dire que ce sont les matériaux qui ne sont pas combustibles. Et le plus haut qu'on fait, jusqu'à F, ça veut dire qu'ils sont très combustibles. Ça veut dire que le matériau qu'on va utiliser dans la protection feu, c'est plutôt non combustible. Le deuxième, le développement de fumée. Là, on voit, c'est classe S1 jusqu'à S2. S1, ça veut dire pas de fumée. S2, ça veut dire beaucoup de fumée. Et on ne peut pas oublier ici, quand les personnes vont tuer dans un feu, ce n'est pas à cause du feu, mais plutôt à cause de la génération des fumées. Et le troisième, c'est ce qu'on dit la chute de droplets en feu. Là, on voit qu'on a la classe D0 jusqu'à D2. D0 veut dire pas de droplets ou pas de gouttelettes en feu. Et en D2, on a énormément ou beaucoup. Important là-bas, c'est savoir, quand on utilise par exemple des matériaux en D2, qu'il veut propager le feu. C'est pour cela, dans notre société aussi, on va utiliser les matériaux A1 ou A2 non combustibles. On n'a pas de fumée et on ne va pas avoir des gouttelettes en feu. Pour vous donner quelques informations, on a dit au début, il n'y a pas une norme, mais il y a un guide en cours, ce qu'on dit aux Pays-Bas, parce qu'ils ont vu qu'en quelques endroits, ils ont des feux
Et aussi, comme en Belgique, ils ont aussi différents ce qu'on dit, endroits avec différentes règles. Comme nous, la Flandre, ce qu'on dit la Wallonie ou la Bruxelles, c'est la même au Pays. Et là, il voudrait avoir vraiment une norme qui est claire pour tout le monde. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas encore une norme, ce n'est pas une obligation, mais nous voyons déjà que les sociétés commencent à faire des tests coup de feu pour être prêts dès le moment que le guide devient le norme. Ici, on ne va pas être pas en détail, mais c'est un tableau qui dit par exemple la capacité du cell de batterie, c'est par exemple moins de 20 kWh, et aussi le poids en total que vous voulez stocker. Est-ce que c'est intégré dans le guide, oui ou non? Hein? Vous avez aussi pour 100, vous avez aussi des exceptions. Vous pouvez lire sur l'Internet. Et le nom, c'est le circulaire de Staatscourant. Hein? Là, vous pouvez faire ce qu'on dit le guide, qui est encore ce qu'on dit en développement, et probablement en cours l'année prochaine. Dans le guide est aussi indiqué, par exemple, à quel endroit qu'on va faire quelle protection. Nous voyons à gauche, en haut, sur le schéma, on a 1 et à droite, on a 2. 1, ça veut dire quand on va stocker, par exemple, les batteries dans un bâtiment. Et 2, ça veut dire stocker les batteries dehors ou dans un hangar. Ou autre place qui est aussi définie dans le PSG 15. Et le PSG 37, il est basé sur le 15. Le PGS 37, c'est uniquement pour les batteries lithium-ion, qui n'est pas inclus dans le PGS 15. Là, il y a 4 possibilités pour faire le stockage. Et le premier, c'est grand, entre moyen et grand, moyen ou petit. Pour le grand, il va dire aussi la compartimentation. On va donner aussi un exemplaire après. Le deuxième, entre moyen et grand, ça, on peut dire que ce sont les conteneurs, par exemple, de 20 pieds ou de 40 pieds, pour stocker des batteries à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur du bâtiment. Le moyen, ce sont les armoires, normalement avec une capacité plus ou moins maxi de 1,5 m3. Et le petit, c'est uniquement pour une batterie qu'on peut emporter. Pour vous donner un peu d'informations de un des 4, c'est quand on va faire une compartimentation, là c'est indiqué que le poids en global ne peut pas dépasser le 10 tonnes de matériaux. Aussi, la surface pour la compartimentation est limitée jusqu'à 300 m². Qu'il est important aussi, vous voyez déjà qu'il y a une chose qui est protection feu et protection active. Yeah? C'est préventif et actif. Le premier, quand vous stockez les batteries dans le bâtiment, là, vous avez une résistance de feu pour minimum 60 minutes quand vous êtes, comme le schéma qu'on a prévu, situation 1. Quand on fait le même, mais on va stocker extérieur, on a besoin de protection feu de minimum de 30 minutes. Et quand les batteries ne sont plus intactes, on doit suivre le norme, pas le norme, mais l'indication que c'est minimum 90 minutes qu'on doit être résistant en feu. Comme on a dit, ça c'est passif, mais on est aussi actif, et actif ça veut dire on a aussi les sprinklages, on a aussi les types d'aérosols par exemple. Important aussi, c'est quand on utilise de l'eau, on doit aussi, on ne peut pas mettre de l'eau dans la nature, mais on doit le stocker quelque part, parce que de l'eau, il va comporter aussi le matériau toxique des batteries au niveau du feu. Et c'est pour cela qu'on dit, prévenir, c'est mieux de guérir, excusez-moi. Ouais. Merci. Merci Chris. C'est certainement un des messages forts de cette session. Merci de nous avoir présenté rapidement tous les enjeux de la protection passive et active en matière de stockage pour des batteries lithium-ion. Mesdames et messieurs, c'est pour l'instant le bon moment pour poser notre deuxième question après cette présentation plutôt technique. La question est la suivante. Un véhicule accidenté doit-il être stocké à part autrement que les véhicules conventionnels? La réponse est oui ou non.
30 secondes, s'il vous plaît. Oui, moi je vais peut-être profiter des quelques secondes de cette petite question qui est posée aux participants. Peut-être pour dire que toute personne qui serait intéressée à contacter Chris de Promat, qui se pose des questions sur leur propre organisation ou leur propre approche de la sécurité incendie, peuvent nous contacter et on vous mettra en contact avec Chris à ce sujet si vous le souhaitez. Merci Frédéric. Voilà, on voit les résultats ici. Tout le monde dit que les véhicules doivent être stockés à part, autrement que des véhicules conventionnels. La réponse est la suivante. Les véhicules électriques doivent, comme pour toutes les voitures conventionnées, et pour des raisons de sécurité incendie, être stockés dans un endroit fermé, sur un parking en plein air, à une distance suffisante des autres véhicules, bâtiments et autres matières ou produits inflammables. Il sera bon de marquer le caractère électrique de ces véhicules sur le parc pour la parfaite information des éventuels futurs intervenants. Ça, c'est aussi important. Il est peut-être intéressant de revenir sur les recommandations sur la norme Faible Auto, parce que la norme donne quelques recommandations en matière de stockage. Nous n'allons pas le passer en revue. Il y a une disposition sur le website de Faible Auto, mais plutôt nous arrêter sur l'importance de la maîtriser. Je vais passer sur l'écran pour terminer cette enquête. Merci. Donc effectivement, Willy, jusque maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait des risques divers. On a dit qu'il y avait des mesures à prendre pour pouvoir appréhender ces risques, que ces risques sont liés et interagissent entre eux, et que donc, pour ces mesures de prévention, on pouvait les découpler on pouvait les décrire entre une suite d'actes techniques, une suite de mesures organisationnelles à différents niveaux, l'organisation générale, l'organisation technique, la formation, etc. Et on doit avoir très certainement un focus particulier sur le risque feu qui va nécessairement venir quelque part dans l'embrasement et dans l'emballement, évidemment, de ces batteries. Alors, quand on a bien ça en considération, on peut se poser la question et finalement de se dire, oui, mais attends, chez les dealers, chez les centres agréés, dans des garages, comment ça fonctionne? Alors, on ne peut pas non plus évaluer toutes les situations, juste à titre informatif pour les dealers. On voulait peut-être donner quand même, et aux importateurs aussi, cette information. On a rencontré Johan van Peperzeel à Salzbourg, on en a parlé à la première session. Nous étions présents en tant que Faible Auto dans cette conférence sur le recyclage des batteries. Et Johan van Peperzeel, qui fait autorité, je pense, aux Pays-Bas et certainement dans le transport également et dans le stockage, nous a parlé d'une initiative qui existait aux Pays-Bas en collaboration avec ARN. Et en fait, l'objectif de cette initiative, c'est de déterminer et d'évaluer dans quelle mesure des containers spécifiques seraient à mettre à disposition par le secteur chez ces dealers. Et évidemment, comment est-ce qu'on va organiser cet espace réservé. Donc voilà, sachez qu'aux Pays-Bas, cette réflexion d'imposer cette contrainte chez les dealers est en train de voir le jour. Alors, si on se concentre chez nous sur la problématique de la norme, en fait, plutôt, comme le disait Willy, on ne va pas de la repasser en revue, on s'est dit tiens, qu'on allait peut-être vous donner une autre approche, et on s'est adressé aux deux sociétés qui réalisent les audits de cette norme, donc Vinsot d'un côté et SJS de l'autre côté, et on leur a posé en fait 3 questions. Ces questions sont posées dans le petit film. Alors, je vous prie de nous excuser sur la qualité du
Et nous avons vu qu'il y a effectivement pas mal de mesures de prévention à prendre, notamment en matière de stockage. On va faire un petit détour par la norme Febel Auto, et en collaboration notamment avec Vinsot, représenté ici par Serge Van Gestel et Evert Vermoot. Nous allons un peu passer à travers quelques éléments de cette norme. Alors Serge, nous avons plusieurs questions. La première, la voici. Dans la norme Febel Auto pour les centres agréés plus, il y a un ensemble d'éléments relatifs à la prévention et à la gestion des risques concernant la réception, la manipulation, le stockage de batteries, de véhicules électriques. Quels problèmes rencontrez-vous et comment contrôlez-vous les solutions mises en place? Okay. La première question qu'un centre de dépollution doit se poser, c'est est-ce que je peux démanteler une voiture électrique ou hybride? Est-ce que j'ai les autorisations? Est-ce que j'ai les assurances adéquates, oui ou non? Et est-ce que j'ai des personnes qui sont qualifiées pour faire ce genre de travail? Si c'est oui, donc on peut accepter la voiture électrique ou hybride. La première chose qu'on doit faire quand on arrive, c'est de vérifier si la voiture n'est pas endommagée. S'il est endommagé, ça risque aussi que la batterie est endommagée, que la batterie est instable et qu'il y a des risques que la batterie prend feu, qu'il y a une explosion. Donc, on ne peut surtout pas faire une dépollution sur une voiture avec une batterie instable. On doit mettre la voiture dans une zone de quarantaine et l'observer pendant quelques temps, quelques jours, pour voir comment ça s'évolue. Si après on constate que la batterie est devenue stable, on peut commencer la dépollution. Quand on commence à faire la dépollution, on va prendre la voiture dans le lieu de travail, dans la zone de travail, et la première chose qu'on doit faire, c'est délimiter la zone. Ça veut dire qu'on doit faire une zone autour de la voiture dans laquelle des personnes non qualifiées ne peuvent pas intervenir. Dans le RGIE, il y a une zone de proximité qui est déterminée, il y a une zone hors tension et il y a une zone de travail. Il y a 3 zones qui sont mises dans le RGIE. Une fois que la zone est décidée, est délimitée, est bien signalisée, on peut commencer à faire le démantèlement. Le plus important là, c'est qu'on a les instructions des fabricants. On doit avoir les instructions des fabricants pour chaque type, chaque modèle. Il n'y a pas de procédure standard. La technologie évolue tellement vite que ce n'est pas possible de faire une procédure standard. Donc, et nous, pendant notre audit, on va vérifier si et comment le centre de dépollution peut obtenir ces instructions. Peut-être un mot sur le stockage à ce sujet? Le stockage, donc une fois que la batterie est enlevée de la voiture, donc on doit le stocker dans un local. La plupart des centres, je constate qu'ils prennent des conteneurs marins pour cela. Il faut savoir que dans ce conteneur, la température idéale c'est vers les 30 degrés. Donc il faut prévoir pour l'été une ventilation, un système d'air conditionné peut-être, je ne sais pas. Mais donc la température ne peut pas excéder les 30 degrés. Et on doit aussi mettre des systèmes d'installation pour éviter des incendies. Donc on le voit, il y a beaucoup de choses que ces auditeurs doivent contrôler. C'est quelque chose de pas spécialement évident et un cas n'est pas l'autre, hein, donc il faut être bien conscient de ça. On lui a aussi posé une question sur la problématique de l'analyse des risques. Il y a une analyse de risque qui est prévue, qui doit être réalisée par les centres agréés. Comment, en tant qu'auditeur, allez-vous appréhender cette analyse de risque? Ok. Ce n'est pas le but qu'on va étudier toute l'analyse de risque. On va prendre uniquement les risques qui sont évidents. L'analyse de risque, l'étude de l'analyse de risque, c'est la responsabilité du centre. Donc, on va voir s'ils ont traité tous les risques, notamment les risques électriques, les risques incendie, les risques
d'explosions chimiques. Le risque aussi, avec l'élevage de batteries, en sortant la batterie de la voiture, donc il faut éviter que la batterie tombe et qu'elle devienne instable et que donc il y a de nouveau un risque d'explosion ou augmentation de température. Donc tout ça, ça doit être traité. Dans le risque d'analyse, sur base de risque d'analyse, on va aussi tirer des conclusions sur le port des équipements individuels, donc des gants, des protections pour le visage, des chaussures de sécurité. On doit regarder aussi si les plans d'évacuation sont adéquats à cette nouvelle situation en travaillant avec des voitures électriques et hybrides. Et on va regarder si le lieu de travail il a été bien, s'il y a bien des moyens de signalisation qui vont mettre et délimiter la zone de travail. Donc, 3 niveaux. Le niveau personnel, le niveau de la zone de travail et au niveau organisationnel, notamment tout ce qui a trait au plan d'évacuation. Oui. Merci. Enfin, dernière question sur comment est-ce qu'on peut préparer un audit. Serge, une dernière question concernant l'application et le contrôle de cette norme. Quels sont les problèmes pratiques que les opérateurs rencontrent dans la mise en place de leurs mesures, telles qu'elles sont imposées par la norme? Et finalement, quels conseils avez-vous à donner pour qu'ils puissent préparer leurs audits? Ok. Donc, il y a la norme faible autonorme plus qui donne les exigences pour le centre de dépollution. Donc, il est très important qu'avant qu'on vienne chez vous, que le centre se prépare. Pour cela, Vinsot a développé une liste qui est basée sur le faible autonome plus, et on demande, avant d'aller chez les clients, chez le centre de dépollution, de donner une réponse à toutes ces exigences. Ce qui est important, c'est notamment les autorisations. Est-ce que vous avez bien les autorisations pour stocker autant de batteries, entre autres? Est-ce que les assurances, parce qu'il y a des risques supplémentaires, risques électriques, risques incendie, est-ce que les assurances ont été adaptées en fonction de cela? Est-ce que le plan de travail a été adopté? Est-ce que le plan de travail a été approuvé par les autorités? Est-ce que vous avez eu une visite des pompiers? Donc, demandez ça bien à l'avance. Comme ça, vous savez ce que vous devez faire, mettre les extincteurs, mettre toutes les protections. Demandez aussi à temps les formations pour le personnel. Donc, il y a une liste d'attente pour les formations. Donc, prenez-vous à temps. Et finalement, les conteneurs ou vérifier de facilement trouver un conteneur avec ventilation et un système d'extinction. Donc, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Et ça serait pas mal si vous avez tout ça avant qu'on vienne chez vous faire l'audit. Donc un bon déroulement de l'audit passe par une bonne préparation et le passage en revue de l'ensemble des points de cette norme pour que l'opérateur puisse effectivement faire face à l'ensemble des questions que vous avez. Exactement. Merci. Alors on avait également posé, on vous l'avait dit, des questions à SGS. Et on a demandé à SGS de se livrer un petit exercice pour vous. La question était de savoir finalement qu'est-ce qu'on trouve dans un plan d'analyse de risque. Voilà, comment est-ce que ça peut se composer, hein, il y a plusieurs façons de le faire, mais comment est-ce que ça peut se composer et finalement à travers quoi est-ce que l'auditeur va lui-même aller à travers ce plan d'analyse de risque. Alors, pour les francophones, Jeroen nous a fait donc cet enregistrement en néerlandais. Je vais vous mettre une traduction dessus directement. Een risicoanalyseplan, zoals ik net al vertelde, worden de benoemde risico's gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat de dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. Het risico is immers het product van het gevolg en de kans dat het zich voordoet. Om dat even allemaal te duiden, ga ik er een voorbeeld bij nemen van zo'n risicoanalyseplan, bijvoorbeeld een erkend Centrum Plus. Het is een risicoanalyseplan
die een aantal zaken weergeeft. Eh bien, In de eerste kolom wordt eigenlijk sprake gemaakt van de activiteit. In de tweede kolom de arbeidsmiddelen en de nodige ppm's. De derde kolom de risico die eraan verbonden is, de beschrijving daarvan. Dan gaan we de evaluatie gaan doen, waarvoor de W staat voor de waarschijnlijkheid dat het zich voordoet. De B van de blootstelling, de E van de ernst van de feiten en de R van het risico totaal. Om dat laatste even te duiden, de evaluatie te duiden, ga ik zodanig meenemen naar de laatste kolom staat preventie die eigenlijk genomen worden naar de hand van deze evaluatie. De risico-evaluatie zelf wordt eigenlijk bepaald door de ernst maalt kans. En de ernst en de kans is eigenlijk de waarschijnlijkheid en de blootstelling die geven ons de kans. Dus u ziet eigenlijk een overzicht welke quotering er gegeven wordt voor de ernst, blootstelling en de waarschijnlijkheid. Dan gaan we nu even gaan bekijken in detail wat de psychologie van als we even gaan kijken naar laat ons de ontmanteling van het voertuig gaan bekijken. De ontmanteling van het voertuig, we gaan die in eerste instantie gaan spanningsbereik gaan zetten, het aflaten van de gevaarlijke vloeistoffen, de demonteren van de batterij, het in- en uitpakken van de batterij, dus inpakken uit het voertuig en het uitbouwen ervan, de voorbereiding naar transport en het demonteren van andere wisselstromen. We hebben daar eerst en vooral een geschikte gereedschap nodig. Geschikte mobiele arbeidsmiddelen, opvangrecipiënten, de nodige ppm's, een stootpet, een aangepaste werkkledij en dergelijke meer. Wat hebben we nodig? Wat is eigenlijk de risico eraan verbonden? Wel, onvoldoende werktijd. Je moet in ieder geval gaan kijken in het veld zelf. Hebben wij genoeg ruimte om al die activiteiten of die handelingen te gaan uitvoeren? De kortsluiting, is er een kans op kortsluiting? Hebben we alles afgekoppeld? Is er nergens een overspanning mogelijk van de ene spanning naar de andere pool of dergelijke meer? Wat we ook nog zien is de explosie, benzine. De E-oxone, heel belangrijk. De magnetische velden, brand, zelfbranding, kwetsuren bij een demonteren. We zien dat er echt een score 3 wordt gegeven voor de waarschijnlijkheid. De même que, et on l'oublie parfois un peu trop, les risques de blessures directes de l'opérateur qui lui-même est en train de manipuler. Als we die gaan vermenigvuldigen met elkaar, komen we eigenlijk op een risicofactor uit van 36, wat ook eigenlijk redelijk pour le facteur de vraisemblance, de 6 pour la gravité, de 2, donnant un niveau d'exposition totale de 36, ce qui est un petit peu trop important. Et donc l'auditeur va procéder au contrôle de l'application des différentes mesures que ce plan reprend, plan qui est lui-même basé sur l'évaluation de ce risque selon cette méthode dont on vous a parlé. En bref, le message des auditeurs, prendre le temps de se préparer, hein, pas travailler à l'improviste comme des amateurs, mais surtout s'informer. D'abord consulter le norme faible auto, la norme est faite pour ça, et consulter et se faire assister par des professionnels, par des experts qui sont compétents en matière de sécurité et de prévention. Tout à fait. C'est donc d'ailleurs également une conclusion d'une interview qu'on avait réalisée d'Éric Noté, qui est le patron de la SNAM, qu'on va passer rapidement, puisqu'on est un petit peu dépassé le temps qui était prévu. En amont de toute collecte et de tout recyclage, voilà, le message il y a quelques éléments très simples. Voilà, on ne s'improvise pas dans la gestion des batteries en train. On ne s'improvise pas, il faut donc anticiper. Voilà, ça, c'était le message qu'il nous avait délivré. Okay. Je pense que c'est le moment pour notre dernière question aux participants. Les batteries peuvent-elles être déchargées après un accident pour sécuriser l'approvisionnement vers un centre agréé?
Voilà, d'après ce on voit arriver, s'il y avait unanimité sur les deux premières questions, les avis sont plus partagés sur la troisième. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Voilà, on va clairement... bientôt clôturer le pôle. Voilà, avec une courte majorité en faveur du non. Et ça, c'est en principe, c'est pas réaliste pour décharger après un accident, ni envisageable de faire une décharge électrique d'une batterie high voltage ou des modules individuels, par exemple, sur les lieux d'un accident. En principe, pour deux raisons majeures. Tout d'abord, une décharge non conforme ou mal réalisée de la batterie peut mettre la batterie dans une situation critique avec des risques de court-circuit évoqués plus tôt et augmenter aussi peut-être des risques pendant le transport, son enlèvement et son stockage. Par ailleurs, cela donnerait probablement un mauvais signal à l'opérateur de traitement aussi. Et il faut quand même comprendre que la priorité sur un accident est de venir aux aides des victimes. Tout d'abord, protéger l'environnement et les personnes y trouvant et dégager la voie publique pour ne pas en augmenter les dangers. Cette urgence et ces conditions ne s'accommodent pas de ce type d'opération devant être contrôlée et non précipitée. Voilà. Merci pour cette explication, Willy. Et donc voilà maintenant pour terminer ce séminaire, une conclusion, une pré-conclusion qui est liée plutôt au message sur les mesures de précaution qui sont à prendre. Je ne vais pas les passer en revue en détail. Et donc il y a à faire attention lors d'opérations de réparation. Donc ça va être traité notamment par des professionnels qui sont formés et on ne répare une batterie qu'avec l'accord du producteur et selon ses procédures. Une exposition à des conditions de contrainte mécanique extrêmes sont un risque majeur et peuvent créer des dégâts aux batteries. Et puis ensuite, une mauvaise utilisation peut également mener à l'émergence de dangers qu'il faut absolument éviter. Donc, on ne s'improvise pas dans la gestion des batteries, comme le disait Eric Noté. Et puis en matière de stockage, je pense qu'on a démontré avec bien des exemples combien ces conditions seront nécessaires et importantes pour éviter effectivement une exposition de ces batteries à différents éléments environnementaux qui vont pouvoir impacter sur la qualité de cette batterie. Et puis ensuite, il y a la problématique de l'analyse de risque dont on a rappelé récemment les 3 niveaux. Et donc le maître mot pour pouvoir réaliser cette analyse de risque avant de se remettre à la gestion des batteries, c'est donc de pouvoir se préparer, anticiper les risques et faire appel à des spécialistes de la sécurité technique pour pouvoir disposer des outils. Merci Frédéric. On va donner la parole à Catherine Leenaerts pour un peu conclure cette séminaire, ce webinaire. Catherine. Oui, donc merci à Frédéric et Willy pour nous immerser dans le monde des batteries et des risques. Donc, 3 conclusions importantes. Donc, il y a différents types de risques liés à les batteries. Très important, c'est la prévention des risques et le stockage des batteries qui doit se faire dans des conditions de sécurité. Je vous remercie tous. Je vous invite aussi à la session le 9 février qui va plus aller en détail sur l'emballage et le transport des batteries et tous les risques liés à cela. Donc, notez-le bien déjà dans votre agenda. Aussi, spread the word, donc invitez vos collègues, invitez des gens qui sont en contact avec les batteries justement pour éviter des accidents dans notre secteur. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a encore des questions et des réponses. J'en ai une vue encore sur la chat que nous n'avons pas encore répondu. Qui fournit les bacs de transport des batteries? Qui fournit les bacs de transport des batteries? Évidemment, ça dépend fort de qui en est responsable. Si ce sont des transports qui sont exécutés par Febelotto,
nous avons les moyens de disposer des bacs de sécurité pour en effet venir collecter des batteries dangereuses et endommagées. Mais donc, ça dépend vraiment, il faut voir le cas par cas. Mais donc, nous disposons de ces bacs pour éviter tout risque, évidemment, pendant le transport. Et donc la conclusion sur les bacs, c'est de dire que finalement, ce sera mis à disposition par celui qui est appelé pour pouvoir faire l'enlèvement. Donc, si vous appelez l'importateur, ce sera un importateur en direct ou via tiers de le mettre à disposition. Si vous appelez Febel Auto le fera. Si vous avez la possibilité ou si vous voulez vous adresser directement à un recycleur sous les conditions qui sont autorisées, etc., ce sera au recycleur à vous mettre le bac à disposition. Il n'empêche que même si vous n'avez pas le bac à disposition, vous devez avoir l'équipement adéquat pour pouvoir stocker dans de bonnes conditions ces batteries, et donc notamment les batteries qui présenteraient un niveau de risque plus élevé parce qu'elles ont été endommagées ou qu'elles seraient défectives. Voilà. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Bonne Noël aussi, même dans les circonstances terribles à l'heure actuelle. Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes, en petit comité certainement, mais surtout aussi une bonne santé, hein, parce que ça sera essentiel pour commencer aussi la nouvelle année. Et on espère vous revoir tous à notre prochain webinaire le 9 février. Au revoir. Au revoir.